Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule web sur la gestion des contrats de construction ou, comme on l'appelle affectueusement, comment dompter le monstre. Je suis en compagnie de Maître Karine Lheureux. Bonjour. Nous sommes avocats chez Kane Lamarre dans le secteur construction et municipal. Pourquoi comment dompter le monstre? C'est que en dehors du quotidien de vos travaux, par exemple de génie civil, lorsqu'on fait des contrats de construction qui sortent de l'ordinaire, par exemple, construire un nouvel hôtel de ville, un aréna, un centre communautaire, ce sont des choses auxquelles on n'est pas habitué et les coûts et les délais deviennent facilement hors contrôle. Alors, c'est un peu à ça qu'on va s'attaquer aujourd'hui dans ces 10 minutes et vous allez voir qu'on va consacrer beaucoup de temps sur la portion avant de commencer les travaux de construction parce que c'est là le nerf de la guerre. Moins il y a de temps et d'argent et d'énergie consacrés à la planification, plus notre projet risque de déraper et plus on risque d'avoir des surprises pendant l'exécution. Je me permets une petite parenthèse ici à votre intention. Faites comprendre à votre conseil municipal que lorsqu'on construit un aréna, la direction générale ne peut pas mettre ce projet-là par-dessus l'ensemble des projets du quotidien de la municipalité. Le conseil municipal doit à ce moment-là choisir soit qu'on va chercher un chargé de projet, soit qu'on vous déleste ou soulage de certaines tâches quotidiennes pour que vous puissiez agir comme chargé de projet. Et c'est fort important d'avoir un chargé de projet. Et Maître Lheureux en parlera tantôt, là, notamment dans toute la section de l'appel d'offres. Il faut qu'on consacre du temps à ça. Alors, première étape, même avant l'appel d'offres, qu'est-ce qu'on veut? Il faut définir ce qu'on veut. Il faut s'asseoir avec le conseil ou avec un comité d'élus. Qu'est-ce qu'on veut? Quels sont les besoins auxquels on veut répondre? On peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, mais il faut définir notre projet. Notre projet en regard aussi de nos moyens financiers, que ce soit des subventions ou une capacité de taxer qu'on a ou un surplus accumulé. Ensuite, une fois qu'on a bien cerné notre projet, on se tourne vers des gens de l'externe, avocats, entrepreneurs, architectes à la retraite ou autres, qui ne seront pas impliqués dans le projet, mais qui vont être capables de vous challenger, de remettre en question certains choix que vous faites, ou même de vous faire penser, de faire certains choix avant de commencer le projet. Et ensuite, vous revenez en conseil ou en comité et vous redéfinissez de façon plus précise votre projet. Et là, on arrive à l'étape fort importante, et je passe la parole à Karine, de la préparation de vos documents d'appel d'offres. La préparation des documents d'appel d'offres est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que les documents d'appel d'offres vont devenir votre contrat entre la municipalité et l'entrepreneur. Donc, toutes les étapes préalables de détermination des besoins, ce que vous avez évalué avec les professionnels et les spécialistes que vous avez consultés, doivent se refléter dans ces documents d'appel d'offres-là. Donc, ça doit être clairement identifié. Les besoins de la municipalité, ils sont dans les documents d'appel d'offres et on les retrouve facilement. Il faut que tout le monde, tous les impliqués au projet se comprennent, que tout le monde travaille dans le même sens, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Parce que les documents d'appel d'offres, ça ne sert pas juste à obtenir des soumissions. Je l'ai dit, c'est votre contrat. Donc, il doit être bien détaillé. Vous savez, le proverbe qui dit « entre ce que je dis, ce que je pense dire, ce que vous entendez et ce que vous comprenez, il y a un monde de possibilités. » Bien, ça se reflète effectivement dans nos documents d'appel d'offres. Donc, ce qu'on pense écrire dans nos documents d'appel d'offres, si ce n'est pas exactement nos besoins exprimés de façon détaillée et claire, bien, il y a des chances que notre interlocuteur ne comprenne pas. Puis l'interlocuteur, bien, c'est celui qui aura à faire les travaux, c'est l'entrepreneur. Autre point important pour les documents d'appel d'offres, le copier-coller. On évite le copier-coller. C'est sûr que le document d'appel d'offres de la municipalité voisine ou celui de votre architecte pour un projet antérieur, c'est une bonne base de départ, mais il faut être extrêmement prudent. Pourquoi? Parce que ça peut créer d'énormes contradictions dans les documents. On prévoit une clause et un peu plus loin, on a une clause qui contredit complètement ce qu'on vient de dire et cette clause-là, par hasard, était extrêmement importante dans les besoins de la municipalité. On avait défini clairement que ça, c'était quelque chose d'essentiel pour nous. Puis, on vient contredire dans le document d'appel d'offres. Par exemple, les garanties. Les garanties, si on se contredit à deux endroits dans le document, ben qu'est-ce que vous voulez? On ne saura pas trop c'est quoi les garanties qu'on demande. Et un document contradictoire, ben si c'est ambigu à comprendre et que l'entrepreneur ne le comprend pas, sachez que s'il y a des problèmes plus tard, il y a de fortes chances que ça soit à l'avantage de l'entrepreneur, que ça soit interprété. On ne veut pas s'embourber avec des clauses qui ne sont pas nécessaires non plus. Peut-être que la municipalité voisine avait des
besoins particuliers et elle a dû ajouter des clauses plus complexes. On ne veut pas rendre nos documents compliqués, pardon. On veut juste qu'ils soient clairs. Ça se peut qu'il y ait plus de clauses, mais on veut juste qu'ils soient clairs. On veut aussi pas être pris pour écarter un soumissionnaire. On prévoit, exemple, la municipalité voisine, vous prenez ces documents et elle a prévu dans ce document d'appel d'offres que la soumission doit être transmise dans une enveloppe jaune, sous peine de rejet. Si vous n'avez pas cette intention-là, mais que vous ne le voyez pas dans le document d'appel d'offres et que vous le laissez, bien, vous allez être obligé de le refuser le soumissionnaire qui l'a envoyé dans une enveloppe bleue parce que vous l'avez mis sous peine de rejet. Alors, ce n'était pas votre intention d'être aussi strict, d'être aussi sévère, mais vous l'avez laissé par copier-coller. Donc, ça peut vous obliger à faire des choix que vous n'auriez pas fait autrement. C'est fâchant quand il y a 200 000 de différence entre celui qui l'a mis dans l'enveloppe bleue et le deuxième. Vous allez dire, oh, ça vient de me coûter 200 000 cette petite erreur-là. C'est important de les lire aussi, vos documents d'appel d'offres. Vous devez les comprendre. Si vous ne les comprenez pas, il y a des fortes chances que l'entrepreneur ne les comprenne pas. N'hésitez pas non plus à faire appel à des gens à l'externe pour relire les documents d'appel d'offres. On envoie trop souvent, nous, des documents, on les relit, et municipalité X qui nous envoie le document pour relire, et en lisant le document, parce que c'est du copier-coller, finalement, on a le nom d'une autre municipalité qui apparaît dans les documents qu'il s'apprêtait à publier pour obtenir des soumissions. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des personnes indépendantes pour relire vos documents d'appel d'offres. Ces documents-là aussi doivent être précis. On doit préciser la portée de notre mandat. Est-ce que la municipalité entend faire des travaux en régie interne? Est-ce qu'il y aura des fournisseurs ou des équipements spécialisés que vous voulez imposer à votre entrepreneur? Est-ce que le rôle du professionnel ou de l'ingénieur au niveau de la surveillance des travaux est bien détaillé dans vos documents? Donc, c'est important de préciser ce que vous souhaitez comme mandat et ce que vous souhaitez comme mandat pour tous les joueurs. Hein? Notre personnel municipal, ça va être quoi son rôle versus nos professionnels dans le chantier, dans le projet. Donc, il faut que ça soit bien établi. Il faut divulguer aussi toute l'information qu'on a. Vous avez des informations sur des études de sol que vous avez déjà fait faire 10 ans avant sur le terrain que vous vous apprêtez à construire. Fournissez-les. Ces informations-là vous paraissent peut-être banales ou désuètes, mais peut-être que le professionnel en a une utilité à faire et que ce sera pertinent. Donc, il ne faut pas se garder de l'information pour se faire taguer plus tard d'avoir fourni que de l'information partielle et que ça soit, encore une fois, à l'avantage de l'entrepreneur et ça résulte dans des coûts supplémentaires et des belles surprises en fin de chantier. Quelques mots sur nos professionnels. Alors, lorsque vous allez en appel d'offres pour les services professionnels de vos architectes et ingénieurs, souvenez-vous que ce qu'ils vous vendent, ce sont des heures qu'ils ont prévues au projet. Si vous voulez que vos professionnels vous fassent des suivis rigoureux, des suivis réguliers, des suivis sur une base, par exemple, hebdomadaire, des rencontres, mais il faut le prévoir. Il faut le demander à nos professionnels d'avance parce que sinon, ils vont vous dire, bien, écoutez, moi, j'ai soumissionné pour telle chose, tant de réunions de chantier, je n'ai pas prévu vous rencontrer toutes les semaines, ça va être en travaux supplémentaires, je vais vous faire une facturation. Alors, vous avez le droit d'être informé. Vous avez le droit d'être informé en temps réel. Vous avez le droit de recevoir toutes les demandes de changement. Vous avez le droit d'être dans la boucle des courriels avec les professionnels et l'entrepreneur. Vous avez le droit de tout ça, mais mettez-le clair avec vos professionnels. Sinon, ce qui va arriver éventuellement, c'est que vous allez avoir un professionnel qui va dire, écoutez, moi, j'avais prévu 100 heures dans votre projet. Je suis rendu à 150 heures. Il va falloir réajuster parce que là, je perds de l'argent. Alors, soyez aussi clair dans vos contrats de services professionnels que vous l'êtes dans vos contrats avec vos entrepreneurs. Maintenant, quelques mots sur le suivi du projet pendant son exécution. Alors, c'est important de ne pas avoir une attitude passive. Hein? Stéphane l'a dit tantôt, un projet d'envergure, on va avoir quelqu'un à la municipalité qui va être attitré à ce projet-là. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir quelqu'un, pas qui va prendre la place, qui va gérer puis qui va devenir le maître d'œuvre. On veut avoir quelqu'un qui fait le suivi, qui est présent, qui est disponible, qui pose des questions. On a des projets pour lesquels, moi, j'ai exemple une DG de municipalité qui s'est présentée à chacune des réunions de chantier. En la fin de chantier, on a eu des problématiques. Bien, aujourd'hui, la DG est capable de nous faire le suivi de ce qui s'est passé. C'est clair, elle était présente, elle sait ce qui a été dit avant, pendant la réalisation. Donc, c'est important d'être là et de collaborer avec nos intervenants dans le projet. Il ne faut pas être simplement passif. Les avis de changement ou les fameux extras ou coûts supplémentaires. Ne vous gênez pas pour exiger de voir chacune des demandes de changement, poser des questions à vos professionnels.
Ça découle de quoi cet avis de changement-là? Est-ce que c'est des erreurs au plan? Est-ce que c'est des choses découvertes en cours d'exécution? Est-ce que c'est un manque de planification? Est-ce que c'est un changement de la municipalité, par exemple, qui a substitué un matériau à un autre? Demandez-le, suivez-les, mettez sur pied un chiffrier pour suivre votre financier de votre projet de base et de vos extras. Et surtout, n'oubliez pas, votre règlement de gestion contractuelle vous oblige à gérer les demandes de changement ou les demandes de coûts supplémentaires ou de travaux supplémentaires d'une certaine façon. Il faut que vous retourniez au conseil à un moment donné. Il faut que vous approuviez certaines demandes de changement. Alors, assurez-vous de faire un suivi adéquat et non pas de tout envoyer ça à la fin et d'avoir des surprises de dépassement de coûts importants à la toute fin du chantier. Alors, tout est en amont parce qu'on va voir à planifier énormément si on s'y prend d'avance et qu'on investit avant le projet. Merci beaucoup.